c'est bon, j'ai qu'un bouton. Donc merci de votre présence ce soir. Nous avons le plaisir et le trac de commencer. Nous nous présentons, donc Sophie et Corinne. Nous sommes manipulatrices au service de médecine nucléaire ici à Tarbes. Nous allons vous parler du morphospecte, pratique d'imagerie en médecine nucléaire. Et voici le programme de la première partie. Donc, rappel historique et principes de médecine nucléaire, les isotopes et les gamma-caméras. Donc, l'imagerie médicale est un domaine où la diversité permet d'offrir une aide primordiale dans le diagnostic, la thérapeutique, c'est-à-dire à une bonne prise en charge du patient. La médecine nucléaire est un prolongement de la découverte de la radioactivité et qui, malgré ses années d'expérience, reste mal connue. Tout commence en 1895. Henri Becquerel, en bas, découvre la radioactivité. C'est pas ah, c'est Claudius Regaud. Oh, ils se ressemblent, hein. Ils sont âgés. Donc, Henri Becquerel découvre la radioactivité naturelle avec les sels d'uranium. 1900, Pierre et Marie Curie découvrent les effets de la radioactivité sur les tissus humains. Et Claudius Regaud continue sur ses travaux et développe la curithérapie. Il met en place les premiers traitements de tumeurs. 1910, invention d'un compteur mesurant la radioactivité par Hans Geiger, puis amélioré par Walter Müller. 1948, naissance de la médecine nucléaire dite moderne, découverte et production de radionucléides artificiels par Frédéric et Irène Joliot-Curie. Ceci est associé aux premières images, machines mises au point par Curran et Becker. Fin des années 70, invention de nouvelles caméras, la médecine nucléaire se développe et se diversifie, rôle thérapeutique et surtout diagnostic. 2002, commercialisation des caméras hybrides, gamma caméra et scanner couplé, qui nous donnent donc les images morphospectes. Donc nous allons venir sur le principe de la médecine nucléaire. On administre au patient par injection, inhalation plus rarement par ingestion, un produit peu irradiant, appelé radiotraceur, radioisotope ou radiopharmaceutique. Aucune exigence n'est demandée au patient, c'est-à-dire ni taux de créatinine normal, ni d'être à jeun, car le produit que l'on injecte est peu concentré, faiblement radioactif et il contient dans un petit volume. Donc l'organisme ne le reconnaît pas comme étranger et c'est pourquoi à ce jour, on peut dire qu'il n'y a aucun risque d'allergie. Dans notre service, on utilise le plus souvent l'injection en intraveineux, plus rarement intra-articulaire ou par ponction lombaire, mais ceci est réalisé par médecin. Inhalation, exploration des poumons, but de déterminer les zones accessibles à l'air inspiré. Exemple, chez les enfants, on l'utilise pour confirmer si un objet a été inhalé. Nous, que ce soit radio ou pas ou non, il n'y a pas d'importance. Cet examen est souvent associé à la perfusion pulmonaire dans la recherche d'embolie pulmonaire. Et c'est le seul examen d'urgence en médecine nucléaire. Côté ingestion, mode d'administration ingestion, on le fait surtout pour le reflux gastro-œsophagien, le plus souvent chez les bébés. Dans ces cas-là, on mélange au biberon de lait un produit radioactif et on voit donc s'il y a un reflux. On utilise aussi la vidange gastrique. Donc là, repas offert par l'hôpital d'un blanc d'œuf technicien, donc radioactif. Et on suit donc sa progression dans le tube digestif. Bon, il y a le dessert à faire aussi. Les patients sont contents. Donc, quel que soit le mode d'administration du radioisotope choisi, tel ou tel organe est ciblé. L'émission de rayons gamma est captée par une gamma caméra qui transforme ce rayonnement en une image planaire dite scintigraphie. Les lésions sont traduites par des hyperfixations plus ou moins intenses, ce qui permet aussi de les dater. C'est-à-dire que plus elles sont intenses et plus elles sont récentes. Donc,
Ainsi, la médecine nucléaire est capable de faire à la fois une analyse morphologique et surtout fonctionnelle. En comparaison, l'IRM, le scanner et l'échographie fournissent une analyse anatomique. Le choix des radioisotopes dépend de la prescription, si c'est à visée thérapeutique ou diagnostique. Pour la thérapie, nous utilisons l'iode 131 pour sécher les nodules au niveau de la thyroïde, le samarium pour soulager la douleur occasionnée par les métastases osseuses et l'yttrium pour soulager les douleurs au niveau des articulations. Pour le diagnostic, nous retrouvons le thallium dans l'exploration cardiaque. Et ainsi, avec ce thallium, quand on l'utilise avec la persentine, on peut voir s'il y a une nécrose au niveau du cœur. Donc là, au niveau gauche, vous voyez un cœur différentes coupes. Si c'est rouge, c'est qu'il y a une bonne perfusion, le passage du produit est bien passé, enfin, tout passe bien. Tandis qu'à droite, eh bien, il y a des lacunes, il manque du rouge, et donc pas de produit, pas de passage, pas de vaisseau, enfin, c'est nécrosé. D'autres exemples de radioisotopes. L'indium 111, on l'utilise dans l'octréoscan. C'est le but de chercher des tumeurs neuroendocrines. Donc à gauche, il y a face antérieure, face postérieure à chaque fois. C'est un cliché fait à 24 heures et à 48 heures. Et là, bon, c'est plus évident, les tumeurs, elles sont plus fixées. Il y a d'autres exemples. L'iode 123. Celui-ci, il est utilisé pour la recherche d'adénome parathyroïdien. Donc par soustraction d'image, on voit bien qu'il y a une hyperfixation. Voilà. Le point qui reste, c'est l'adénome parathyroïdien. L'iode 123, on s'en sert aussi pour le cerveau, pour les tremblements, la maladie de Parkinson. À gauche, c'est normal, et à droite, il manque du produit, donc Parkinson. Donc dans notre service, on utilise le plus souvent le technetium, il est le plus utilisé. Il est facile à produire, nous avons des générateurs dans le service. Il est facile à utiliser, peu irradiant, l'énergie est à 140 keV. Par rapport à l'iode 131 que nous avons vu, il est à 364 keV. Sa demi-vie est courte, 6 heures. C'est le temps nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié. Et il est surtout peu coûteux. Il est utilisé pur ou fixé à une molécule dite vecteur ou molécule froide. Ces molécules varient en fonction des organes à explorer. Donc là, plusieurs exemples, des TPA, des MSA, rein, HMPAO pour le cerveau, l'humaphytasis poumon, nanocol, recherche de ganglion sentinelle, et nous verrons plus tard, plus approfondi, HDP, TCOS pour les explorations osseuses. Donc là, on va illustrer un petit peu tout ça. Là, c'est un exemple de scintigraphie pulmonaire, recherche d'embolie pulmonaire. Donc les 4 images de gauche, ce sont la ventilation. Donc là, c'est l'air inspiré, et on voit que ça remplit bien les poumons. Tandis qu'à la perfusion, il y a une lacune, il manque du produit sur le poumon droit, c'est une embolie massive. Donc, une scintigraphie osseuse normale, les 2 personnes ont un squelette normal. Et là, bon, là c'était dans la recherche d'extension chez un patient atteint de cancer de la prostate. Chaque hyperfixation, hélas, sont des métastases. On l'utilise aussi pour voir s'il y a une algodystrophie. Donc là, au niveau du poignet gauche, il y a une hyperfixation. Donc ça confirme. Souvent, chez les patients sportifs, ils recherchent une fracture de fatigue qui peut être mal décelée à la radio. Et nous, quand on fait la scintigraphie osseuse, on permet de confirmer. Effectivement, là, au niveau du deuxième métatarse, il y avait effectivement une fracture de fatigue.